En titre ce soir, la région de Gao en proie à l'insécurité, les populations constatent des enlèvements et sont victimes de braquages. En droit de la rectification de la trajectoire de la transition, nous y consacrons notre série de la semaine. Exportateur par excellence de bétail sur pied dans les pays voisins, le Mali veut valoriser ce potentiel productif en labellisant sa viande. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 1945. Le secrétariat général du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali entame une grève de 72 heures à partir de demain, jeudi 6 juin, suite à la mise sous mandat de dépôt de son secrétaire général Amadoune Ba ce mercredi 5 juin 2024, suivant leur déclaration. Nous sommes équerrés. Nous sommes abusés d'être là aujourd'hui. C'est pour attirer l'attention de la presse, de l'opinion publique nationale et internationale, de l'arrestation de notre camarade Amadoune Ba, une entrave à la liberté syndicale. Nous sommes au regret de voir que notre secrétaire général Amadoune Ba a été arrêté aujourd'hui. À cet effet, nous, membres du bureau exécutif national du SINABEF, syndicat national des banques, assurances, microfinances, commerce, entreprises pétrolières, décidons d'arrêter les travaux dans toutes les entreprises affiliées au SINABEF à partir de demain, jeudi, le 6 juin 2024 jusqu'au samedi 8 juin 2024. Une recrudescence de l'insécurité dans la région de Gao est constatée par les habitants avec des enlèvements, le braquage et attaques sur la route Gao-Labezanga et dans des villages environnants. Aminata Keita. Ce lundi 3 juin, plusieurs personnes ont été braquées entre le village de Koima et la ville de Gao par des hommes armés non identifiés. Ces personnes quittaient la ville de Gao pour rejoindre leur habitation lorsque des bandits les ont attaqués sur la route, les dépouillant de leurs biens. D'après une source locale, les personnes qui expriment une résistance sont enlevées ou exécutées par ces bandits armés. Selon un bilan non officiel donné par des sources locales, l'attaque s'est soldée par des pertes en vies humaines, dont un conseiller de la ville de Koima. Au-delà de braquer les populations pour leurs biens, ces bandits armés s'attaquent aussi aux bergers et leur bétail. Selon des habitants de la localité, les bandits ont tiré sur tous les minibus en provenance de Gao. Le premier bilan fait état d'1 mort et 3 blessés. Les blessés ont été admis au centre de santé d'Ansongo. Cette recrudescence des attaques et braquages s'explique selon les populations locales par l'approche de la fête de Tabaski. Quand vous regardez dans les gourmands, il y a eu des villages qui ont été vidés, n'est-ce pas, de leurs troupeaux de vaches par des hommes armés, n'est-ce pas, non identifiés. Et ça continue malheureusement. Nous sommes à l'approche de la fête de Tabaski. Donc ces bandits armés sont à la recherche de ressources pour subvenir à leurs propres besoins. Et ils sont en train de multiplier les attaques tout au long de la route Gao-Labezanga. Sous la houlette du terrorisme, ils posent leurs actions. Et le moment où ils font leurs opérations, parce qu'ils sont en complicité en réalité avec des gens qui sont, comme on appelle, parmi nous-mêmes. Donc il serait très difficile, n'est-ce pas, de cerner et de pouvoir faire la part des choses entre les bandits et les complices. Parce que si les complices se trouvent dans la population, ce serait très difficile, comme on appelle, de mettre fin à ces phénomènes. Selon les habitants de Gao, la complicité de certains d'entre eux de mèche avec ces bandits rend difficile la gestion de la problématique du braquage et des enlèvements. Rappelons aussi qu'au-delà de l'insécurité, la région de Gao est confrontée à une flambée du prix du carburant due à une pénurie dans la zone en raison du problème d'accès à la route reliant Gao à l'Algérie et Gao au Niger. Dans une série que nous consacrons à l'endroit de la rectification de la trajectoire de la transition, le premier épisode porte sur la rupture, pièce maîtresse de la gouvernance des autorités actuelles. Soumaïla Fani. Un espoir fondé sur la rupture des pratiques anciennes comme la mauvaise gouvernance, les scandales des surfacturations,
la corruption, l'impunité et même l'ingérence extérieure, la rectification de la trajectoire de la transition ayant permis d'investir le colonel Assimi Goïta, chef de l'État le 7 juin 2021, avait suscité un véritable enthousiasme pour des milliers de Maliens qui avaient soif de ce changement. La gestion des attentes est la chose la plus difficile à gérer. Lorsqu'il y a eu le changement de régime, les populations s'attendaient à beaucoup de changements et on a parlé de Mali Croix, on a parlé de refondation, mais mettre en place le changement, c'est-à-dire se changer soi-même d'abord, ensuite mener de sorte à avoir un leadership exemplaire, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que changer de système est très très difficile à mettre en œuvre de manière concrète. Évidemment, les discours peuvent accompagner un peu les actes, mais la crédibilité, c'est quand les actes et les dires vont ensemble. Et cela aussi est très, très compliqué. Les défis étaient nombreux, tant sur le plan sécuritaire, politico-institutionnel, socio-économique ou même diplomatique. Ainsi, la rectification de la transition a permis d'enregistrer des avancées consistantes. Lorsqu'on regarde les différentes poches des groupes radicaux violents qui ont été récupérées par l'armée malienne, de même également les emprises de la MINUSMA, de la mission onusienne au Mali, toutes ces poches, toutes ces emprises sont aujourd'hui sous le contrôle effectif de l'État du Mali. Donc, côté sécurité, peut-on dire qu'effectivement, le bilan il est positif au-delà de ces récupérations ou de ces victoires qui sont remportées ça et là. Il y a la formation des hommes, l'acquisition de l'équipement. Surtout le retour de l'armée malienne et des institutions à Kidal. Maintenant, le défi qui, je pense, reste vraiment un défi à surmonter encore, c'est le défi socio-économique. Et vous n'êtes pas sans savoir que la crise énergétique est vraiment un boulot d'étranglement pour les populations maliennes, pour le bien-être des populations maliennes, parce que, vous savez, l'énergie, c'est un facteur déterminant pour la production nationale, mais aussi la consommation nationale. Face aux enjeux de l'heure et à la géopolitique, le pays a opté alors pour la rupture. Ce sont ces politiques externes qui, par moment, par endroit, avaient été vues par beaucoup de Maliens comme des ingérences ou comme des interférences qui empêcheraient l'État à amorcer un véritable changement ou un véritable élan de développement. À ce niveau, peut-on dire que la diplomatie a été poignante. La diplomatie a permis de rompre avec des pratiques qui n'étaient pas forcément en faveur de l'État du Mali dans son agir, notamment lorsqu'il s'agissait des partenariats avec des États, lorsqu'il s'agissait même d'un certain nombre de politiques économiques. Mais aussi, nous avons aussi connu des ruptures au niveau de la justice, parce que nous avons vu quand même qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intouchable au Mali. Mon impression, c'est que quand même, on est en train d'adopter une nouvelle approche où il n'y a pas d'intouchable. Et je pense que ça, c'est une avancée majeure. Mais maintenant, la suspension des partis politiques, à mon avis, évidemment, ça ne peut être qu'une mesure suspensive, une mesure temporaire. Ainsi, dans une posture d'isolement entraînée par des ruptures de grandes ampleurs comme l'estiment certains, le pays crée avec ses voisins du Burkina Faso et du Niger l'Alliance des États du Sahel AES. Le Mali est un pays d'élevage et surtout d'exportation du bétail sur pied à destination des pays voisins. Pour valoriser ce potentiel productif, les acteurs de la filière bétail-viande sont unanimes sur la réduction de l'exportation massive du bétail sur pied en intensifiant la transformation industrielle. Paul Yapinguesson. Ce mardi 4 juin 2024, le ministre Youbaba a fait l'état des lieux des abattoirs frigorifiques de Bamako. Cette rencontre fait suite à l'arrêt de travail des bouchers il y a quelques jours suite à l'arrestation d'un des responsables de l'abattoir. Selon le ministre Ba, l'appui à la mise en place de l'infrastructure d'abattage par le gouvernement répond à un triple objectif, à savoir protéger la santé des populations par la production et la distribution de viande saine dans de bonnes conditions d'hygiène, optimiser le potentiel du sous-secteur élevage à travers l'amélioration de la transformation du bétail en viande et sous-produits d'abattage, et enfin substituer progressivement l'exportation de la viande à celle du bétail sur pied.
Pour rester fidèle à ses principes et offrir de la bonne qualité de viande aux populations, l'inspection et les services techniques du ministère de l'Élevage et de la Pêche ont effectué des missions dans les abattoirs et ont fait ressortir certaines insuffisances. Ainsi, ils ont constaté que les chaînes de production de viande sont par endroits défectueuses. Le ministre a été amené à prendre une décision d'interdiction de l'abattage au niveau de l'abattoir frigorifique de Bamako, parce qu'on ne peut pas continuer à abattre dans certaines conditions. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une question sanitaire qui fait qu'il y a des craintes de contamination à l'intérieur de l'abattoir. Donc, ce nettoyage est indispensable. Deuxième point, c'est la qualité de l'eau qui sert à laver les carcasses dans l'abattoir. Troisième point, c'est les insectes qui étaient à l'abattoir. Je veux dire les insectes, les rats, tout ce qui s'ensuit. Il s'agit de la santé de la population et nous avons une mission de sauvegarder la santé de la population exactement à travers la production d'une viande saine. Face à ce constat peu reluisant et pour s'inscrire dans la politique du département qui est la labellisation de la viande du Mali, Mali-Sogo, des solutions sont envisagées. Ainsi, concernant l'abattoir frigorifique de Sabalibougou, il s'agira de poursuivre la mise en œuvre de son plan de modernisation en vue d'obtenir un outil moderne de production de viande avec l'exportation à moyen terme de la viande du Mali. Il a été décidé aussi de veiller à l'utilisation des camions frigorifiques pour le transport de la viande dans les meilleures conditions. S'agissant de l'abattoir frigorifique de Bamako, une réhabilitation totale de l'abattoir, infrastructures et équipements devrait être effectuée dans un délai de 6 mois et la mise en œuvre du plan de son assainissement, bâtiments et coûts dans les 2 mois qui suivent. Ces recommandations ont été étendues aux abattoirs régionaux en tenant compte de la spécificité de chaque abattoir régional. Pour Djakalia Ouattara, directeur national des productions et industries animales, je le cite, « Il faut qu'on sorte de cette pratique très ancienne de l'exportation massive du bétail sur pied pour valoriser nos produits en créant des unités de transformation modernes et des abattoirs de pointe certifiés pour que la viande du Mali soit vendue à l'international. » Le monde a célébré ce 5 juin la Journée mondiale de l'environnement. Pour magnifier cette journée, Orange Mali, à travers son projet Engage for Change, a procédé à la plantation de 1000 pieds d'arbres dans l'enceinte de la Cité des Enfants. Djeneba Samaki. Engage for Change a été institué par Orange Mali dans le but d'impliquer ses salariés directement dans diverses initiatives écologiques à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement. Le programme Engage for Change permet à chaque salarié de consacrer 3 jours de travail par an à des projets à fort impact sociétal. Engage for Change, c'est tous les jours que vous allez trouver des actions qui sont proposées par les différentes équipes en charge des actions sociétales. Participez, engagez-vous, montrez votre détermination, montrez votre fierté d'appartenir à cette société. Nous allons bientôt planter les arbres. Il ne s'agit pas de planter, de tourner le dos. Chacun n'a qu'à faire attention à l'arbre qu'il a planté parce qu'il est question de revenir pour voir si l'arbre a vécu ou pas. Auquel cas, s'il n'a pas vécu, il faut revenir replanter pour que ce soit quelque chose qui soit continu. Merci à tous. Pour la journée d'aujourd'hui, il était question de planter 1000 pieds d'arbres dans le parc des manèges de la Cité des Enfants. Au-delà de la plantation, Orange prévoit également d'assurer l'entretien des arbres plantés pour une période de 12 mois. Il faut savoir que c'est un projet qui a été lancé dans toutes les filiales du groupe Orange, et Afrique et Moyen-Orient, c'est-à-dire les 17 pays de la zone. Et c'est une journée de reboisement qui a été faite dans tous ces pays-là. L'objectif, c'est qu'un salarié puisse planter au moins un arbre et que chacun puisse contribuer en fait, au développement de l'environnement. Il y aura un forage. Voilà, nous allons constituer une équipe qui vont superviser non seulement pour l'arrosage et puis l'entretien de ces arbres-là. Un soulagement pour l'administration de la Cité des Enfants. Le projet a été vivement salué par d'autres. On est très content et on est très heureux d'acquérir ce projet à impact communautaire. Et nous pensons que c'est des actions de ce genre qui doivent être multipliées. Les mots nous manquent et nous continueront à nous manquer. Et cet arbre-là que vous allez planter, même s'ils ont les racines amères, les feuillages et les fruits qu'ils vont produire seront doux. Donc nous vous remercions puisque vous les plantez
au profit de la population pour planter au profit de la cité des enfants. Cette initiative contribuera significativement à la protection de l'environnement et au développement durable des communautés dans les pays où Orange est présent. En bref, les assises de la justice au Sénégal ont officiellement pris fin ce mardi 4 juin. Parmi les principaux points qui font consensus, il y a celui de limiter les pouvoirs du procureur, l'instauration d'un juge de liberté pour éviter le recours quasi systématique à la détention préventive, comme c'est le cas actuellement, de créer une cour constitutionnelle pour remplacer l'actuel Conseil constitutionnel. Enfin, il a été proposé aussi que le Conseil de la magistrature ne soit plus seulement consultatif, qu'il ait plus de pouvoir et d'examiner les pistes pour limiter les pouvoirs du président. Voilà qui met fin à ce 1945. Grand merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.